everybody, and welcome to this Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. On va regarder comment est-ce que le gouvernement canadien travaille pour obtenir des émissions de niveau zéro. Je suis Siobhan Benita, je suis ancienne agente publique au Royaume-Uni. Je travaille avec le Global Government Forum qui travaille avec des agents gouvernementaux à travers le monde. Si vous n'avez rejoint, vous pouvez voir à l'écran que nous offrons ce webinaire à la fois en français et en anglais. Si vous souhaitez écouter la traduction en français, il vous suffit de cliquer sur l'icône d'interprétation et choisir le français. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, les pays à travers le monde ont souscrit à des accords climatiques mondiaux pour réduire les effets de gaz à effet de serre et pour un futur sans émissions. Nous travaillons à travers les secteurs publics et privés, à la fois pour passer à des sources d'énergie renouvelables et considérer également les impacts de ses propres opérations. C'est sur ce sujet que l'on se penchera aujourd'hui en regardant comment est-ce que le Canada en fait revertit ses activités gouvernementales. On va parler des émissions zéro dans les véhicules et des pratiques d'approvisionnement vertes. Donc, on a deux orateurs fantastiques avec nous et je vais vous les présenter d'ici peu. Une fois qu'on aura entendu leur contribution, vous aurez l'opportunité de leur poser des questions. Donc, sur vos appareils, vous allez voir une fonction questions-réponses. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment pour envoyer vos questions et on essaiera de répondre à autant de questions que possible d'ici à la fin de la séance. En plus de nos collègues canadiens qui nous ont rejoints aujourd'hui, on a également des agents publics américains. On n'a pas d'orateurs américains aujourd'hui, mais beaucoup des sujets d'aujourd'hui en fait seront très appropriés et transférables en fait au contexte américain. Donc, si vous êtes aux États-Unis, n'hésitez pas à envoyer vos questions et nos orateurs seront ravis d'y répondre également. Je vais donc maintenant vous présenter nos orateurs. On va entendre Nick Zenos, qui est directeur exécutif pour le Centre pour un gouvernement vert au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Il travaille avec les départements fédéraux et avec les agences pour obtenir un gouvernement résilient. Nick a travaillé sur les impacts du changement climatique sur l'adaptation, sur des politiques et des politiques d'infrastructure. Donc, il a vraiment une carrière très intéressante. On est ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. On entendra également Thierry Spies, qui est Senior Manager pour le programme avancé des véhicules pour le Centre des ressources nationales au Canada. Il est responsable des politiques pour les véhicules à faible émission et à zéro émission. Thierry également est en charge du programme de la flotte zéro émission du gouvernement qui soutient en fait la transition de la flotte de véhicules vers des véhicules plus propres. Il a étudié des stratégies à Toronto. On est ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas d'envoyer vos questions. Et n'oubliez pas que si jamais vous souhaitez l'interprétation vers le français, vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation. Je vais maintenant donner la parole à Nick. Merci beaucoup. Très content d'être ici aujourd'hui. Happy to be here. Merci beaucoup, Siobhan. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de vous faire part de ce que l'on fait au Canada. Alors, on va pouvoir passer à la prochaine page. Donc, en fait, le gouvernement au Canada, comme Siobhan le disait, est vraiment très conscient, en fait, que des mesures climatiques signifient également prendre des mesures dans nos propres opérations. Donc, je vais vous donner un petit contexte au niveau des politiques au Canada. Donc, bien entendu, on s'est tous engagés aux accords de Paris. Et au niveau national, on a deux plans qui ont été mis à jour. Et j'y reviendrai un petit peu en détail plus tard. Mais le Canada a donc un plan global pour baisser les émissions
et pour obtenir zéro émission d'ici 2030. Donc, c'est vraiment le plan du Canada au sujet du changement climatique. Au sein de ce plan, des components, c'est vraiment le fait de montrer en fait un leadership dans nos propres opérations. Donc, le gouvernement a établi une stratégie pour mettre les émissions à zéro. Et j'y reviendrai dans la diapo suivante. Alors, les progrès climatiques au Canada. On a eu à travers les années différents plans, on a travaillé avec différents territoires, différentes provinces, on est un État fédéral un peu similaire aux États-Unis. On a vraiment besoin de mesures concertées et en 2020, le gouvernement a lancé son plan climatique avec également la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Vous avez à droite des choses qui sont déjà été mises en place. Donc, on a beaucoup de progrès au Canada avec, par exemple, l'utilisation accrue des véhicules verts. On a beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour vraiment atteindre la carboneutralité. Ensuite, au niveau du plan 2030 qui vise à réduire de 40 à 45 les émissions d'ici à 2030, c'est vraiment une étape majeure avec différents programmes pour chaque secteur. Donc, on parle des transports, des bâtiments, de l'agriculture, des industries, etc. Et en fait, ce plan a une feuille de route pour chaque secteur afin d'atteindre une réduction de 40 à 45 d'ici à 2030 pour ensuite, en fait, atteindre la carboneutralité d'ici à 2050. Donc, c'est un plan qui doit être adapté au fur et à mesure et qui peut être accéléré grâce à des nouvelles technologies et des initiatives en cours. Donc, c'est le plan canadien de vraiment aller de l'avant. On a beaucoup d'implications, on a des conseillers pour la carboneutralité au gouvernement canadien. Ensuite, donc dans ce plan, secteur par secteur, on a également un élément horizontal. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement canadien doit atteindre la carboneutralité également. On a eu des bonnes leçons tirées ou au sein des gouvernements, où que ce soit, si on a une stratégie au niveau des opérations du gouvernement, il fait sens en fait de lier ça à des politiques d'approvisionnement et des politiques de gestion. Donc, le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada fait cela. Et notre travail, c'est vraiment d'influencer la stratégie gouvernementale et suivre les émissions du gouvernement canadien. La première chose à faire pour le suivi, pour vraiment rendre les opérations plus vertes, voilà sur quoi il faut focaliser son attention. On a également toutes ces informations disponibles dans notre site Internet. Ce que l'on veut faire, c'est vraiment trouver les informations et les poster en restant très transparent. Donc, ce ne sera pas forcément une surprise au niveau de quelques gouvernements que ce soit. En fait, nos émissions peuvent être résumées ici. Donc, à gauche, vous avez les émissions de la part des bâtiments et de la flotte de véhicules. En haut à gauche, vous avez combien d'émissions par bâtiment. Et en général, au Canada, le problème, c'est le chauffage. Donc, comment est-ce qu'on obtient la carboneutralité avec le chauffage? Dans d'autres pays, ça peut être les systèmes de climatisation, etc. Ça dépend du pays. Ensuite, on a tout ce qui concerne les opérations militaires qui constituent beaucoup d'émissions par rapport à la flotte de l'aviation, la marine, etc. Vous avez donc les émissions directes et indirectes et à la droite, vous avez en fait la portée 3, donc pour tout ce qui concerne l'approvisionnement, le voyage aérien, etc.
Donc, on a moins de contrôle à ce niveau-là, puisque c'est quelque chose en fait qui revient à la décision personnelle des agents publics. Les émissions ont diminué avec le Covid en ce qui concerne le voyage et tout ce qui concerne les déplacements professionnels. Au niveau des émissions d'approvisionnement, on voit qu'on a beaucoup de choses qui viennent d'aspects qui ne sont pas une surprise pour la construction, etc. Pour tout ce qui concerne la partie gauche avec les véhicules, les émissions des avions, des vaisseaux, etc. Donc, on a beaucoup d'émissions qui sont liées à ce que l'on achète. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour le gouvernement national de réduire ces émissions? En fait, en général, ils sont l'entité la plus large dans le pays. Donc, le gouvernement du Canada a plus de 32 000 bâtiments. On est donc le propriétaire le plus important, en fait, en ce qui concerne les biens au Canada. Il faut donc vraiment montrer, en fait, du leadership pour vraiment montrer comment est-ce que c'est possible d'atteindre la carboneutralité. Prochaine diapo. Donc, la stratégie se focalise là-dessus et ça reflète, en fait, l'attitude de certains secteurs par rapport à la carboneutralité. Donc, on a tout ce qui concerne l'approvisionnement. On veut être également résilient et pouvoir s'adapter. Et on veut obtenir donc cette réduction de 40% d'ici à 2025 et avoir la carboneutralité en 2050. Aujourd'hui, on a obtenu une réduction en ce qui concerne notre flotte. On a également visé tout ce qui concerne les émissions liées aux opérations militaires. Ensuite, voilà certains des engagements nécessaires pour obtenir la carboneutralité. Ça peut être quelque chose de très abstrait, mais voilà les engagements, des exemples d'engagement. Le gouvernement demande à ce que chaque nouveau bâtiment soit carboneutre et résilient face au climat. On veut faire en sorte de décarboniser. Si on ne tire pas profit des mesures, c'est pas forcément possible de revenir en arrière. Donc, on veut vraiment pouvoir ensuite acheter 100% de notre électricité verte. On veut changer 75% de nos déchets opérationnels. Et d'ici à 2022, réduire l'utilisation des matériaux riches en carbone en ce qui concerne tous les matériaux de construction. En ce qui concerne les véhicules, donc 75% des véhicules que l'on achète doivent être verts. On vise à avoir une flotte entièrement électrique d'ici à 2030. Pour la sécurité nationale, avec les départements de défense, les gardes-côtes, etc., on a un plan de décarbonisation d'ici à 2023 et on a créé un fonds pour acheter des carburants à faible taux de carbone. En ce qui concerne ensuite la mobilité, on encourage des formes de transport faibles en carbone. On a également une taxe sur les départements par rapport aux émissions liées au voyage aérien. Ensuite, prochaine diapo. La résilience face au climat est importante pour tout gouvernement. Il faut donc faire une évaluation des risques et des mesures adaptées, faire en sorte que tout soit résilient au climat, parce que bien entendu, tout ce qui concerne les incendies et les inondations ont un très fort impact. Avec le Covid, on voit qu'on a pu obtenir plus de flexibilité dans certains domaines, mais on doit vraiment faire en sorte que les opérations soient continues face aux épreuves climatiques. En ce qui concerne l'approvisionnement vert, on vise la carboneutralité et on regarde les catégories à très fort impact dans ce qu'on achète en se focalisant sur les exigences dans ces domaines.
Et on essaye également d'encourager en fait les fournisseurs à adopter nos mesures. On élimine également l'utilisation du plastique à usage unique dans l'ensemble de nos opérations. Ensuite, on a publié cela en ligne. On a publié les émissions par département et le suivi de notre progrès. Donc, pour l'instant, on est en bonne voie, mais c'est bien de pouvoir comparer en fait les progrès d'un département à l'autre. Et pour les gouvernements nationaux, la plupart des émissions viennent de la défense, des prisons, etc., des laboratoires. Donc, voilà des exemples des progrès qu'on a. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vais pas tous les passer en revue, mais on a par exemple acheté des véhicules électriques, avoir des téléconférences pour ne pas avoir à se déplacer, avoir des bâtiments verts, etc. Donc, prochaine diapo. En termes de collaboration, on reverdit donc nos opérations et pour cela, il faut travailler avec d'autres pour voir quelles sont les leçons à tirer en fait et comment est-ce qu'on peut montrer la marche à suivre et aider les gens qui sont en fait dans le même cheminement. On veut donc apprendre quelles sont les bonnes pratiques et je suis à la tête d'un forum. On a une communauté de bonnes pratiques. On a un comité territorial également au niveau fédéral. On essaie de voir comment vraiment reverdir nos opérations et on essaie de se coordonner et d'apprendre les uns des autres au niveau de nos opérations. Ensuite, au niveau international, on a une communauté de praticiens qu'on a créée avec mon collègue pour les États-Unis en ce qui concerne la qualité environnementale. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé avec un comité international, avec une initiative et une stratégie. C'est quelque chose qui a été annoncé l'année dernière. Et en fait, les États-Unis a un équivalent pour nous. C'est une entité exécutive pour atteindre la carboneutralité. Et on s'est informé mutuellement, en fait, de comment en fait travailler pour viser cette carboneutralité. On a appris à la fois de leur part et ils nous ont également contactés pour voir en fait ce que l'on faisait, ce que faisaient les autres pays pour voir en fait s'ils avaient des adaptations à faire. Donc, ils font également des mesures concernant tout ce qui concerne l'approvisionnement, les bâtiments, la flotte, etc. Donc, on a pu partager des bonnes pratiques dans tous ces domaines. Ensuite, je reviendrai à l'initiative d'ici peu, mais on a également une autre coopération internationale, l'IDDI, donc l'initiative de décarbonisation qui se focalise sur les matériaux de construction plus verts. Ensuite, l'initiative pour un gouvernement vert. Alors, en fait, c'est une comité de bonnes pratiques très innovante. On a plus de 40 pays qui nous ont rejoints et qui ont appuyé cette initiative. Elle a été lancée par notre ministre et par son collègue aux États-Unis. On a 3 à 4 réunions annuelles avec plus de 40 pays qui participent. Donc, c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt. Dans tous ces pays, les gouvernements nationaux sont énormes. Donc, on a une responsabilité de verdir de nos opérations. On essaye en fait d'accélérer le processus, d'accélérer les expérimentations et le partage d'informations, de renforcer les fondations pour la coopération industrielle, améliorer les communications, bien entendu, inspirer et aider les pays membres et non membres à s'améliorer. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose pour lequel on est tous dans le même bateau.
Et on essaie de voir en fait comment est-ce que cela est possible ensemble. Ensuite, plusieurs domaines de travail. Vous pouvez voir toute cette liste. On a tout ce qui concerne donc les bâtiments, l'électricité, l'approvisionnement, la flotte des véhicules. Beaucoup de domaines aussi non liés au carbone, par exemple le gaspillage alimentaire, la gestion de l'eau, la réutilisation, etc. Donc, on a vraiment hâte de travailler avec les autres parties prenantes. Mais je vais en rester là et je vais donner la parole à mon collègue qui va parler en fait de l'aspect véhicule et vous expliquer ce qui a été fait. Merci beaucoup, Nick. C'est vraiment parfait de pouvoir avoir cet aperçu global de toutes ces étapes qu'il reste à franchir d'ici à l'objectif. Mais vous montrez vraiment un éventail d'activités énormes. Je pense qu'on ne réalise pas toujours à quel point cela touche vraiment tous les domaines du gouvernement et de ce que le gouvernement fait. C'est pourquoi c'est si important que le gouvernement fasse preuve de leadership sur cette question, parce qu'il y a des opérations d'envergure au sein du gouvernement. Ne serait-ce qu'en termes d'électricité. Et votre partage de bonnes pratiques au niveau national, mais également au sein de la communauté internationale, c'est un vrai point de départ. Comme vous l'avez dit, la décarbonation de notre flotte est clé également. Avant que l'on passe aux questions-réponses, je vais laisser la parole à Thierry. Merci beaucoup, Siobhan. Merci au Global Government Forum d'avoir organisé cette conférence. C'est vraiment un bon moment pour nous de nous réunir. Je pense que nos objectifs et notre vision est la même si on se penche vraiment sur ce que cela signifie sur le terrain pour le Canada, les États-Unis, mais d'autres pays également. Nous sommes vraiment en première ligne pour l'objectif de décarbonation. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier. Je vis sur le territoire algonquin Anishinaabe qui est présent depuis des temps immémoriaux. J'apprécie la variété de votre mandat et cela montre très clairement une approche multifacette du gouvernement, les bâtiments, la flotte de véhicules, bien évidemment, qui sont les propriétés du gouvernement, mais il y a une magnitude et une portée extraordinaire. Bien sûr, la flotte n'est qu'un petit élément d'un grand ensemble. Comme vous l'avez mentionné, Nick, dans la stratégie du gouvernement, l'objectif est d'atteindre au moins 75% de nouveaux achats de véhicules pour des véhicules carboneutres ou hybrides. Et l'objectif est que cela augmente à 100% d'ici 2030. Maintenant, nous avons je crois, mis cet objectif en place pour répondre aux cibles de l'accord de Paris et autres objectifs internationaux de décarboner nos économies. La stratégie verte du gouvernement demande également à tous les services de rendre plus verts toutes leurs actions, en particulier les infrastructures, notamment les enregistreurs de données, et afin de pouvoir recueillir plus de données et voir comment mieux mettre en place nos mesures. Donc, avant de rentrer plus en détail dans ce que nous faisons, je voulais vous donner un aperçu. Je pense que Nick, cela revient sur ici, j'ai utilisé un de vos graphiques, je crois, à mes fins. Donc, cela
Notre flotte comprend environ 30 000 véhicules, 18 000 véhicules conventionnels environ, 12 000 dans le cadre de la flotte nationale de sécurité. Ça peut être la police montée, le FBI chez nos voisins. Le gouvernement possède également environ 9 000 véhicules moyens lourds et 10 000 équipements industriels et autres gros véhicules. Cela représente environ comme vous pouvez le voir à gauche, 33% de nos achats ont porté sur des véhicules électriques en 2021 et aujourd'hui environ 8,5% de notre flotte. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir la stratégie verte du gouvernement sous l'égide de mon collègue Craig Miller? Nous réfléchissons à la manière de rendre plus verte notre flotte et cela passe par différentes mesures, une évaluation de la flotte, une évaluation des bâtiments. Nous partageons également des bonnes pratiques, nous menons des études et des essais pilotes comme par exemple en 2021, nous avons converti un camion pick-up en véhicule carboneutre, le premier au Canada. Le budget pour 2022 nous a octroyé un montant additionnel de 2,2 millions sur 5 ans en mettant l'accent sur les flottes les moins bien fournies. Donc, plus en détail, qu'est-ce que nous faisons? Différentes choses. Tout d'abord, nous évaluons les véhicules électriques en installant et faisant un suivi des nouveaux véhicules pour identifier quelles flottes doivent être remplacées. On parle de la capacité également de toute la flotte. Nous avons donc un enregistreur de données embarqué. Nous envoyons cela aux responsables des flottes au sein du gouvernement. Ils les installent dans les gouvernements et ce petit appareil nous permet de recueillir toutes les données dont nous avons besoin et que nous pouvons ensuite analyser. La période de collecte de données peut aller de 1 à 12 mois et nous faisons cela sur différentes périodes parce qu'on veut voir également l'impact des saisons parce qu'il y a énormément de différences au Canada entre l'été et l'hiver. C'est pourquoi on le fait sur 12 mois. À la fin de cela, il y a un rapport qui résume l'utilisation, le type d'utilisation et le type de véhicule qui devrait être remplacé par des options plus neutres. Quels véhicules doivent être remplacés, quels véhicules doivent être achetés, lesquels peuvent être transférés. Donc voilà. Ensuite, on a également l'analyse de la flotte. Nous avons au niveau des bâtiments fédéraux fait une analyse. Nous avons répertorié la capacité électrique des bâtiments, si c'est quel type de profil elle présente et comment ce bâtiment ou cette enceinte, quelles seraient les modifications qui devraient y être apportées pour pouvoir y installer des stations de recharge des véhicules. Donc, cela porte sur les services électriques nécessaires et il faut arriver à combiner la capacité des bâtiments fédéraux à accueillir ce genre de flotte électrique pour avoir vraiment une vision
holistique et globale de ce qu'il faut faire pour vraiment les encourager à rendre leur flotte plus verte. Les résultats à ce jour, aujourd'hui, nous avons évalué 3405 véhicules à travers 17 agences et services. Nous avons identifié le nombre de véhicules à remplacer. Cela représente une réduction de 1 million de litres de carburant. Donc, ici, j'ai mis certains chiffres. Je pense que aujourd'hui, avec l'augmentation du prix des carburants, le coût total serait plutôt proche de 10 millions et on est à environ 2600 tonnes de CO2 en moins. Aujourd'hui, au cours des 4 dernières années, nous avons augmenté considérablement les structures pour les véhicules carboneutres. Comme je l'ai dit, nous avons un objectif beaucoup plus ambitieux aujourd'hui, à savoir d'électrifier toute la flotte d'ici 2030. Nous avons créé 3 sous-comités mensuels avec le secrétaire du Conseil du Trésor et nous prenons en compte tous les besoins. Nous mettons en place également de nouveaux outils financiers. L'objectif est de mobiliser toute la communauté affectée par qui touche à la flotte parce que c'est toute une communauté. Nous avons 16 services, donc c'est un réseau très étroit. Nous voulons nous réunir de manière collective, identifier tous les défis et les opportunités autour de sujets comme les véhicules carboneutres, les stations de recharge. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif de partage de données, de validation des données. Nous avons juste commencé avec ces 3 sous-comités, mais je pense que nous allons utiliser tout cela pour modéliser notre parcours d'ici à 2030. Bien sûr, nous évaluons également le coût des investissements et par rapport au coût actuel. J'ai également mentionné que, en plus de l'évaluation des véhicules et la disposition des bâtiments, nous avons également mis en place des pilotes et des projets ad hoc. L'un des exemples ici est le guide d'approvisionnement en véhicules. C'est un document guide qui aide les utilisateurs pour prendre en compte tous les besoins d'une flotte et des infrastructures de recharge. En fin de compte, si les gens utilisent ce genre d'outils, cela les aidera à former et mettre en place la grille des besoins et ensuite prendre les mesures nécessaires. On travaille avec une entreprise basée à Montréal appelée Ecotune pour transformer comme je l'ai mentionné plus tôt, un camion pick-up en premier véhicule électrique dans la flotte fédérale. On veut faire plus d'actions de ce type. On veut avoir plus de conversion de véhicules. Bien sûr, cela passe par toutes les évaluations que j'ai mentionnées avant et les 3 sous-comités. Je vais m'arrêter là, mais je me réjouis qu'on puisse maintenant échanger au cours de questions-réponses. Merci beaucoup, Thierry. C'était vraiment une bonne suite à donner à la présentation de Nick, plus précise sur votre travail de décarbonation de la flotte de véhicules. C'est très intéressant
de voir, comme vous l'avez vu, 4,5% des émissions du gouvernement vient de la flotte de véhicules, mais ce que vous faites déjà a déjà produit des bénéfices, vous avez réduit les émissions. Je pense qu'on a pas mal de questions sur les financements, mais ce qui est intéressant, c'est de voir votre enthousiasme lorsque vous parliez des financements que vous aviez reçus dans le cadre du budget c'est une initiative qui intéresse beaucoup de personnes, je pense. Je suis fascinée de voir tout le travail que vous faites en termes concrets, comment vous réunissez des informations pour vraiment une approche basée sur des données factuelles et lorsque vous étudiez les infrastructures notamment. Donc, merci beaucoup à tous les deux pour ces discours préliminaires. Les personnes qui nous ont rejoints après l'introduction initiale, je voulais juste vous informer qu'il y a une interprétation en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran et vous choisissez la langue qui vous intéresse. Nous recevons de plus en plus de questions, donc je vais y revenir très rapidement, mais je voulais commencer par poser une question qui m'a frappée. Bien évidemment, vous avez mentionné les bénéfices et l'urgence que le gouvernement fasse preuve de leadership dans ce domaine. Juste deux choses. Quels sont les principaux obstacles pour les fonctionnaires publics dans la réalisation de ces objectifs? Qu'est-ce qui empêche les gens d'y parvenir? Est-ce que vous pensez que nous sommes dans cet état permanent de crise, que ce soit la pandémie, la guerre en Ukraine? Est-ce que cela distrait, détourne les gens de cette question pressante? Voilà, je voulais vous poser ces deux questions. Nick, quels sont vos... Oui, c'est une très bonne question. Je dirais que personne ne se réveille le matin en disant je veux polluer la planète. Je pense que nous savons que chacun veut agir, mais les deux principaux obstacles, je dirais, sont ceux qui tournent autour des coûts et des financements dont on a vu, il y a beaucoup de questions, et aussi les connaissances techniques. On pense généralement que ça va coûter beaucoup d'argent et que ça va être difficile à mettre en place d'un point de vue technique. Nous, ce qu'on veut faire, c'est informer sur le fait qu'en fin de compte, ça ne va pas coûter si cher sur tout le cycle de vie du produit et que techniquement, c'est faisable. Bien sûr, il y a encore des évolutions technologiques qui peuvent être faites, mais dans le cas d'un véhicule, par exemple, au cours de la vie d'un véhicule, j'aime beaucoup vos statistiques d'ailleurs, Thierry, c'est moins cher d'avoir un véhicule électrique, mais c'est un coût plus important au départ. Donc, c'est 10 ou 20% plus cher au départ. Comment est-ce qu'on se permet? Et en fin de compte, ça coûte moins cher de l'entretenir. Donc, c'est vraiment une question de se dire comment est-ce qu'on transfère des coûts de maintenance et d'opération en coûts d'investissement. Et c'est intéressant de voir comment on peut faire cela au sein du gouvernement. Et ensuite, d'un point de vue technique, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je n'ai jamais utilisé un véhicule électrique, je n'ai jamais chauffé ma maison avec des pompes à chaleur, par exemple. Donc, nous avons besoin de spécialistes dans ces domaines qui tiennent la main, qui guident les fonctionnaires et leur disent voilà comment on peut y parvenir, voilà comment c'est possible d'un point de vue technique, voilà quelles sont les solutions à votre portée. Et par rapport à l'autre question sur la priorité donnée à cette question, je dirais que bien sûr la crise il y a des crises, mais la question du changement climatique est urgente pour notre survie sur la planète. Bien sûr, il y a des choses qui se produisent comme le Covid, mais cela nous a permis aussi d'évoluer. Le Covid nous a appris à fonctionner différemment. Il y a beaucoup de leçons à tirer en termes de résilience et que l'on peut appliquer à la résilience au changement climatique également. La guerre en Ukraine est un autre exemple où des pays se demandent finalement comment est-ce
est-ce qu'on peut être autosuffisant en énergie au niveau national pour ne plus dépendre de la Russie, par exemple. Donc, bien sûr, toutes ces crises ont également des bénéfices et nous permettent de mieux répondre à ces questions et aux questions que pose le changement climatique. Donc, toutes ces choses sont très complémentaires ou elles peuvent l'être en tout cas. Thierry, je vous renvoie la question également. J'aimerais également ajouter une autre question de Hayley qui porte par rapport sur les financements et les obstacles des financements. Vous avez mentionné le financement que vous avez reçu dans votre domaine. Hayley demande quelles sont les options et comment est-ce qu'elles sont prises en compte dans les programmes fédéraux au Canada? Est-ce qu'elles sont estimées à des coûts plus élevés? Et de même pour les programmes fédéraux existants qui sont intéressés dans l'innovation et les initiatives en cours à utiliser des technologies résilientes et faible carbone. Mais je vais commencer avec vos deux premières questions. Je vais essayer d'y répondre. En tout cas, je vais peut-être renvoyer la balle un petit peu à Nick, mais je pourrais parler de ça toute la journée. C'est vraiment mon pain quotidien, comment rendre les opérations plus vertes. Dans mon cas, en ce qui concerne la gestion de la flotte, aujourd'hui, c'est une question de disponibilité et d'approvisionnement des véhicules. Comme vous l'avez dit, l'approvisionnement a été perturbé par la pandémie, aujourd'hui par la guerre en Ukraine. Donc, c'est une occasion à saisir. Nous avons une bonne chaîne d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, en particulier sur les véhicules carboneutres et hybrides, nous avons un creux. Il y a des véhicules qui ont été commandés que nous ne recevrons peut-être pas avant l'année prochaine. Donc, en particulier les véhicules spécifiques où le marché est assez limité et où les productions sont faites à des plus faibles quantités. Il y a beaucoup de concurrence pour attirer ces approvisionnements limités et on se tourne vers les mêmes véhicules que la population générale. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de véhicules qui doivent être remplacés, mais pour un gestionnaire de flotte, ça peut être une tâche qui fait peur. Donc, ils doivent être informés du nombre de recharges nécessaires, mais également, ils ont des financements limités. Ils ont des budgets limités, eux aussi. Donc, les gestionnaires de flotte à travers tous les services doivent maintenant se former sur tous les types de véhicules neutres et sur la question notamment des équipements de recharge, ce que ça implique en termes d'infrastructure. C'est beaucoup à apprendre. On peut bien sûr les former. Nous sommes là pour les assister, pour leur fournir des outils, notre expertise. Mais je pense qu'en fin de compte, c'est quand même une tâche qui est parfois rébarbative pour les gestionnaires de flotte, car c'est un mode de transport qui reste très nouveau. Ensuite, vous avez mentionné cet état permanent de crise ces dernières années. Comme Nick l'a dit, le changement climatique, c'est vraiment la menace existentielle de l'humanité. Donc, c'est vraiment là où l'on doit commencer. Il n'y a rien d'autre qui atteint ce niveau d'urgence. Le reste peut nous distraire, nous détourner bien évidemment de cette priorité, mais nous avons mis en place un objectif pour 2050 à zéro net et c'est quelque chose que l'on doit faire, quelles que soient les autres priorités concurrentes. Bien évidemment, elles peuvent détourner l'attention. Comme Nick l'a mentionné, il y a eu des suspensions de paiement pour le COVID parce que
l'argent a été orienté vers le secteur de la santé plus que d'autres domaines, mais cela permet également de mieux comprendre les investissements et cela a également permis d'apprendre à s'adapter à une nouvelle réalité et je pense que l'objectif net zéro à 2050 nous offre l'opportunité d'avoir des stimuli pour les investissements. Bien évidemment, le gouvernement est également très attentif à la crise en Ukraine, mais cela ne devrait pas nous détourner de la crise climatique. Bien sûr, cela engendre l'augmentation des coûts, comme je l'ai mentionné plus tôt. Nous, aujourd'hui, en termes de coût des carburants, on était à 8,5, maintenant on est à 10 millions. Bien sûr, ça a un impact. Nick, nous avons énormément de questions. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez répondre à Hayley pour savoir vers où elle peut se tourner pour d'autres financements? Je dirais qu'il n'y a pas de baguette magique, mais on peut demander des financements au gouvernement pour tous vos projets. Il y a des moyens d'obtenir de nouveaux financements pour de nouvelles propositions. Il y a 2 fonds qu'on a mis en place pour ce genre de choses. Mais comme Thierry l'a mentionné, comment est-ce que l'on peut prendre les choses différemment? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des méthodes d'analyse pour savoir quel bâtiment on veut garder, quel véhicule on veut garder, parce qu'on ne peut pas continuer à appliquer le même schéma de pensée. Right, so we've had 3 questions in on subject of kind of remote working, and I guess how Alors, the on kind a of eu 3 questions en ce qui concerne le travail depuis la maison. On sait que la pandémie a vraiment changé en fait tout ce qui concerne nos pratiques de travail equally relevant for you, Thierry. et je peux en fait vous demander aux 2 si en fait les émissions liées au trajet vers le travail, est-ce que ça a changé? Et est-ce que le fait d'avoir un travail de travailler depuis la maison, est-ce que ça change en fait par rapport à vos plans? Thierry, je vais m'adresser à vous parce que je pense que vous avez eu moins de trajets en fait. Oui, en fait, c'est important de garder à l'esprit le fait que la stratégie parle de la mobilité en termes plus général. Ce n'est pas seulement ce qui concerne la flotte des véhicules, mais également la mobilité. Et on encourage en fait le télétravail et on encourage les gens en fait à partager leur voiture, à se rendre au travail à pied, etc. Et c'est quelque chose qui a été établi avant la pandémie. On encourage vraiment les gens à essayer de trouver des manières alternatives plutôt que d'être seuls dans leur voiture et de conduire jusqu'au travail. Bien entendu, la pandémie, si on peut en tirer un aspect positif, c'est que les gens ont pu vraiment travailler depuis chez eux. Et en fait, le gouvernement canadien a pu en fait fournir cette flexibilité aux travailleurs. En termes des émissions, on n'a pas fait le suivi de la réduction des émissions à partir de ce moment-là. On a fait une évaluation pour la flotte des véhicules et pour la plupart d'entre eux, ces véhicules étaient critiques en termes d'émissions et ils étaient opérationnels pendant la pandémie. Donc, on n'a pas vraiment eu une baisse. Ça a peut-être été encore plus important pendant la pandémie. Donc, ces véhicules spécialisés ont été opérationnels. Donc, pour cela, on ne peut pas forcément observer une réduction significative des émissions. Il y a sans doute d'autres domaines, en fait, qui ont changé au niveau du télétravail.
Donc, Yeah. quel est l'état des lieux à ce niveau-là? Donc, en fait, les émissions au niveau du travail aérien, du voyage aérien, pardon, c'est une chose. Et ensuite, on a l'empreinte liée au chauffage dans les bâtiments, etc. Donc, ce n'est pas un aperçu facile à faire. On a vu la réduction des émissions liées au vol. On a vu une réduction très importante la première année de la pandémie. En ce qui concerne les trajets vers le travail, on n'a pas vraiment une vue d'ensemble. Si vous êtes, par exemple, dans un laboratoire, dans le secteur de la sécurité nationale, vous devez toujours vous déplacer en fait pour travailler. Mais si on regarde également le chauffage et la climatisation des maisons par rapport au bureau, on peut voir les types de comportements également par rapport au chauffage, par rapport à la nourriture. Est-ce que vous apportez votre nourriture au travail, est-ce que vous la faites chez vous, etc. Il y a beaucoup d'aspects différents à prendre en compte, mais on pense que les émissions ont baissé parce qu'on a moins de trajets. En général, on chauffe moins sa maison par rapport au bureau, donc on a une différence qui n'est pas forcément très importante, mais en général, on a nos maisons qui sont vides une partie de la journée et remplies une autre partie de la journée. Pareil pour les bureaux. Et en fait, on a les modes de transport qui sont conçus pour l'heure de pointe et le reste du temps, ils sont vides. Donc, tout est conçu comme cela. Et c'est quelque chose qui n'est pas durable, qui n'est pas abordable. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit en ce qui concerne, par exemple, le recrutement pour les gouvernements. On peut avoir plus de diversité si on prend des gens qui viennent de plus loin, etc. Donc, on a tous ces éléments à prendre en compte. Mais nous, on peut juste voir les émissions directement dans certains domaines. Pour réduire ensuite l'empreinte carbone, il y a certains aspects à réduire. En ce qui concerne les bâtiments, par exemple, le changement sera forcément plus lent. Alors Thierry, on a eu beaucoup de questions par rapport au chargement des véhicules électriques en termes d'infrastructure. Donc, Daryl demandait à quelle vitesse est-ce que cette infrastructure va être mise en place? Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas conduire dans certaines régions. On a également une question qui nous demande est-ce que le financement a été quantifié et prouvé pour l'installation des bornes de chargement pour les véhicules à zéro émission? Et est-ce que est-ce que ces financements seront aussi disponibles pour le grand public? Je pense que ça peut être intéressant, cet aspect, l'utilisation par le public. Il y a plusieurs questions qui sont liées. On verra si on aura le temps d'y répondre. Mais au niveau de la vitesse, au niveau du coût et des avantages pour le grand public, est-ce que vous voulez répondre à cette question-là? Oui, donc les départements des ressources nationales a pu donner des financements pour créer un réseau de chargeurs, de bornes de chargement. On se focalisait sur le voyage d'une côte à une côte. Beaucoup de gens, en fait, voient s'il est possible de passer de la côte ouest à la côte est du pays. Et on veut vraiment, en fait, leur donner la confiance. Et on a essayé de construire ce réseau pour avoir des milliers de bornes de chargement, mais on s'est rendu compte que ces bornes de rechargement en fait, devaient être accessibles par définition au grand public. Donc, en fait, on s'est réalisé que ce n'était pas seulement une question de voyage longue distance d'une côte à l'autre, mais il faut également fournir aux Canadiens les bonnes infrastructures dans le réseau. Par exemple,
dans votre épicerie du coin, à côté des cinémas, etc., à côté de votre lieu de travail, à côté de votre lieu d'habitation. Un tiers des Canadiens vivent dans des bâtiments multirésidentiels. Donc, on a des programmes spécifiques qui se focalisent sur vraiment fournir des bandes de rechargement ou des financements pour les bandes de rechargement dans toutes ces zones que j'ai mentionnées. Donc, on finance des projets pour avoir plus de 25 000 bornes de chargement. On a un objectif de 34 000 bornes de rechargement. Comme je l'ai mentionné, au niveau du budget en 2022, on a pu avoir 9 millions supplémentaires pour équilibrer 50 000 bornes de chargement de plus qui seront installées à travers le Canada. Donc oui, les infrastructures de chargement, ce réseau est en pleine croissance. On a 19 000 bornes de chargement, on en rajoute 24 000, 50 000. Donc, on accélère vraiment en fait le processus. On a cet objectif très ambitieux. Donc, les infrastructures de chargement, c'est une question très importante. C'est quelque chose qui doit être mis en place avant le déploiement des véhicules. Si les gens ne savent pas qu'il y a des bornes de chargement, ils ne vont pas acheter le véhicule. Au niveau de la conduite à travers l'Ontario, par exemple, c'est possible. D'Ottawa à Vancouver, je n'ai pas eu de problème à faire cela. Et tout l'argent que l'on avait pour les programmes d'infrastructure sont pour un usage public. Alors maintenant, j'ai une question pour Nick qui vient de Jeff qui demande « Je fais une enquête et recensement au Canada. C'est une opération qui nécessite beaucoup de travailleurs et des tonnes de papier. On parle de verdissement, mais comment est-ce que l'on fait au niveau de l'utilisation des véhicules personnels et quels programmes sont en place pour réduire l'utilisation du papier par le gouvernement? Alors, pour les véhicules personnels, privés, le message important, c'est que c'est à nous de prendre les bonnes décisions. Lorsqu'on verdit une organisation, on va d'abord regarder sa maison, qu'est-ce qu'on utilise comme chauffage au niveau du véhicule et qu'est-ce qu'on achète. Donc, on peut vraiment soutenir les employés. On peut faire en sorte qu'on a des infrastructures pour des transports actifs dans les bureaux nationaux. Si vous avez des bureaux temporaires également pour le recensement, il faut faire en sorte d'avoir en fait toutes ces infrastructures pour pouvoir en fait soutenir les employés pour qu'ils puissent prendre les décisions adaptées. Au niveau de la mobilité, on veut pouvoir identifier un endroit qui est accessible. Il y a donc des décisions que l'on peut prendre lorsqu'on est en nos opérations pour vraiment soutenir nos employés, pour les aider à prendre les bonnes décisions. En termes des décisions des employés, au niveau des véhicules électriques, ils vont jusqu'à 400 km. S'ils s'inquiètent de recharger leur véhicule électrique, en fait, c'est possible. On n'a pas besoin de recharger son véhicule plusieurs fois par jour. Les nouvelles voitures rendent le voyage à longue distance possible. Et en plus, on a la mise en place de bandes de rechargement un peu partout. Donc, au niveau de l'environnement, on ne veut pas charger en fait son véhicule pendant la journée, on veut le faire hors de pointe, donc pendant la nuit. Et je pense qu'en fait, on a une mauvaise compréhension des véhicules électriques et les gens devraient pouvoir réaliser que les nouveaux véhicules, en fait, peuvent circuler plus longtemps, qu'il est mieux de les recharger pendant la nuit et voir où est-ce que l'on peut avoir ces infrastructures.
On n'a pas forcément besoin d'avoir une borne de rechargement de partout, en fait. Donc, c'est pour ça que le travail d'analyse est très important pour voir où est-ce qu'il est nécessaire et où est-ce qu'il est approprié de charger son véhicule. On revient à ce que vous disiez au début. C'est quelque chose qui doit être mis à jour constamment parce que la technologie évolue constamment. Très bien, Thierry, des questions pour vous. On en a une de Robert avant le webinaire qui demandait est-ce qu'il y a des coûts environnementaux de fabrication pour les véhicules, en fait, des fabrications de ces véhicules. Et en fait, je veux faire le lien avec une question de Jeff qui disait qu'il y avait vraiment qu'on encourageait plus l'hydrogène par rapport à l'électricité. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux questions? Alors, au niveau de la première, il y a une étude à laquelle je fais référence régulièrement. Elle est peut-être un peu obsolète, mais elle est toujours assez valide sur certains points. Elle montre que oui, c'est plus intense en termes de carbone de fabriquer un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence. C'est à cause principalement de la batterie, donc les composants, la production de la batterie, toutes ces ressources en général viennent de plus loin, par exemple de Chine, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Donc, ça nécessite beaucoup de carbone pour envoyer ces composants pour ensuite faire la fabrication de la batterie pour ensuite l'inclure dans le véhicule. Mais ces émissions sont compensées en conduisant, en fait, puisqu'à partir du moment où vous conduisez, ça équilibre tout ce qui a été fait par rapport à la fabrication. Au Canada, 80% de l'électricité vient de sources vertes et je crois qu'on a un objectif de 90 à 100% d'ici à 2030. Donc, ces émissions, plus on utilise les véhicules électriques, plus on réduit en fait les émissions. Donc, ça compense. Et le Canada a tous les minéraux importants pour pouvoir produire des batteries et certains matériaux. Donc, on a les normes environnementales les plus importantes en ce qui concerne les mines pour extraire ces matériaux. Donc, la réduction des émissions vis-à-vis des batteries produites au Canada sont absolument remarquables. Ensuite, Jeffrey a raison. On est engagé au niveau de l'hydrogène. On veut faire en sorte que l'hydrogène ait sa place dans l'économie canadienne. Et l'année dernière, les ressources nationales ont développé une stratégie pour le Canada qui établissait une feuille de route sur comment produire l'hydrogène et comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans le système de transportation. Donc, je pense que c'est très important, en fait, pour certains véhicules hybrides, avec des véhicules comme, par exemple, des camions qui doivent parcourir des distances plus importantes. Donc, je pense que ça peut être applicable pour les véhicules hybrides. Alors, Nick, on va revenir à vous. Véronique demande si l'achat de crédits compensatoires fait partie de la stratégie. Est-ce que vous voulez faire un commentaire à ce niveau-là? Our emissions from our buildings in our fleet, it is not part of the strategy. We want to aim to reduce emissions directly, get to zero carbon. Now, we do allow carbon removal, which is a really high-end quality offset, which is basically permanently removing carbon
for our national safety and security fleet. So for air and marine military operations, the government will ask the military, go out on 10 missions this year, go out on 20 next year, etc. So part of the solution there is to move to low carbon fuels for air and marine, but we recognize we may need to do some carbon removal equivalent to some of the emissions there. We also do allow offsets for we call grants and contributions. So if the government of Canada gives money to an outside organization to, let's say, put on a conference or to do something, then offsets can be eligible for that. Can be eligible expense under that. So, if somebody's putting on a conference and they want to offset. Accepte le crédit compensatoire. Mais pour les fonctionnaires, pour nos émissions directes, on ne veut pas utiliser le crédit compensatoire. Il y a une question ici de Benita Johnson. Est-ce que les projets de recycler les matériaux des véhicules sont décommissionnés? C'est une très bonne question. Je pense que je vais devoir les poser à mes collègues qui ont plus de connaissances par rapport aux batteries. Je sais qu'il y a des cas de recyclage de matériaux des batteries. Il y a des entreprises, notamment une qui est basée en Chine, qui est en mesure de recycler 95% des matériaux utilisés dans les batteries et utiliser tous les composites et les réutiliser pour refaire de nouvelles batteries. Mais il y a également une deuxième vie à ces batteries. Lorsqu'on a utilisé la batterie dans un véhicule, elles sont toujours capables d'être utilisées dans d'autres domaines. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour l'énergie solaire et le stockage d'énergie solaire. Donc, on peut leur donner une deuxième vie, même si leur vie au sein du véhicule a pris fin. Donc, avant d'être recyclées, elles peuvent encore être réutilisées. Merci. Le temps passe vraiment très vite. Nous sommes presque à la fin du webinaire. Nous avons encore le temps cependant de prendre quelques questions. Je vais vous poser 2 questions à tous les deux. Vous pouvez répondre à l'une ou aux deux. Mais je voulais dire à tous les participants, merci pour vos questions. Nous n'avons pas répondu à toutes les questions. Il y a eu beaucoup de questions sur le chargement des véhicules électriques, donc je vous les passerai peut-être après, Nick, si on peut, Thierry, si on peut répondre à toutes ces questions. Et vous avez également tous reçu un questionnaire dans votre boîte mail et nous aimerions que vous y répondiez tous pour avoir vraiment un retour sur ce webinaire, si cela ne vous dérange pas, de prendre quelques minutes pour y répondre. Pour notre dernière série de questions, je vais revenir sur les questions des participants et j'en ai encore moi aussi une petite. Matt Bigelow a demandé les citoyens doivent accepter aussi une réduction des changements dans leur vie quotidienne. Ce n'est pas vraiment une question technique, mais je pense que c'est une question assez intéressante. Et ma question qui est liée à cela, étant donné que les participants au webinaire sont des fonctionnaires, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent aujourd'hui? Quelle serait l'action ou les 2 actions qu'ils devraient mettre en place aujourd'hui pour aider à ce programme vert du gouvernement? Thierry, je vous donne la parole d'abord. Merci pour ces questions. Sur la première question, je pense et je voudrais utiliser les termes de quelqu'un d'autre. L'économie et l'environnement vont main dans la main. C'est très simple, mais c'est très vrai. Nous avons parlé du prix du gaz. Lorsque on pense à l'achat d'un véhicule électrique, il est très important de garder en tête que le coût total du véhicule du jour où vous l'avez acheté jusqu'à la fin de l'utilisation que vous allez en faire
les véhicules carboneutres sont moins chers. Ils sont moins chers au quotidien. L'électricité est moins chère que le pétrole, en particulier aujourd'hui. Ils sont moins chers à entretenir. Ils sont moins chers également à assurer. Bien sûr, il y a des initiatives, des incentives de la part du gouvernement pour compenser cet investissement initial. Vous avez des aides qui peuvent vous finir de vous convaincre. Mais je pense qu'il y a d'autres dépenses qui sont liées à la vie d'un véhicule et ce n'est pas le cas pour les véhicules électriques. Ils sont beaucoup moins coûteux à utiliser. En ce qui concerne ce que les employés du gouvernement peuvent faire, une réponse très bureaucratique serait de parler au chef de l'approvisionnement. Ils peuvent vous parler des contraintes des chaînes d'approvisionnement, des capacités, pas seulement des véhicules, mais également des disponibilités en termes de biens et services. Je pense que c'est important de parler aux spécialistes, de parler des retards éventuels et s'y préparer. Je pense que c'est un bon point de départ. Et quelque chose qui est plus tangible, ce serait de s'informer sur les véhicules carboneutres. Nous avons mené une étude l'année dernière, une étude d'opinion publique qui montre que 66% des Canadiens n'ont jamais utilisé un véhicule carboneutre, mais qu'ils aimeraient le faire. Bien sûr, il y a des initiatives à travers tout le Canada. Tirez en partie, nous soutenons beaucoup de ces événements. Familiarisez-vous avec cette nouvelle technologie. Et finalement, je dirais que les forums de ce type sont très importants pour qu'on le puisse partager l'expérience au niveau collectif, que nous puissions communiquer et également apprendre de ce que les autres font. Je pense que ça, c'est quelque chose que les gens peuvent faire assez facilement. Oui, c'est un conseil très pratique. Nick, je vais vous demander de répondre également à ces deux questions. Oui, il y a beaucoup d'innovations qui se produisent parce que lorsqu'on utilise les technologies, eh bien, on peut les améliorer et en plus d'économiser de l'argent lorsque vous utilisez un véhicule électrique et que vous voyez à quelle vitesse ça va, c'est un meilleur véhicule, c'est une meilleure voiture. Vous ne reviendrez jamais en arrière vers un véhicule à carburant. Lorsque vous utilisez, par exemple, une pompe à chaleur, votre maison est mieux chauffée. Bien sûr, vous pouvez toujours chercher un moyen d'éviter d'utiliser un véhicule, mais il y a également d'autres initiatives pour les entreprises locales qui peuvent permettre de réduire vos émissions carbone. Je pense qu'on ne peut pas se permettre, en termes financiers, de maintenir notre style de vie. Nous devons être plus productifs. On ne peut pas se permettre d'avoir d'énormes toits qui ne produisent pas d'électricité, par exemple. On ne doit pas avoir autant d'objets qui n'est qu'un usage, mais nous devons avoir des infrastructures, des objets qui aient plusieurs utilisations. Il faut faire ce que Jeff a fait avec ce recensement. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, dans toutes les entreprises, dans tout ce que vous faites en tant que fonctionnaire? Vous devez réfléchir à la manière dont le changement climatique va affecter votre service et ensuite vous demandez comment est-ce que vous pouvez parvenir à réduire vos émissions carbone. Et vous aurez le contrôle de ce que vous délivrez, vous aurez la main sur les décisions à prendre. Bien sûr, on peut vous apporter un soutien. Merci beaucoup. Oui, c'est un message clé. On ne peut pas se permettre de ne pas faire ces changements, ces modifications de notre quotidien. Et
chacun d'entre nous peut faire une différence au sein des gouvernements. Malheureusement, le temps est écoulé. Merci à tous les participants, à tous ceux qui nous ont écoutés pour vos questions. Merci Annick et Thierry d'avoir partagé votre expertise avec nous. Cela a été vraiment extrêmement intéressant et a apporté beaucoup d'informations utiles à tout le monde. Nous allons partager les diapositives à tous ceux qui se sont inscrits et nous allons également transmettre vos coordonnées pour ceux qui veulent vous contacter. Nous allons envoyer le lien à tous ceux qui se sont inscrits pour le webinaire. Vous pourrez le regarder à nouveau, le partager avec vos collègues. Nous allons également produire un article avec les points saillants de la discussion d'aujourd'hui et nous allons le publier d'ici quelques semaines. Je vous remercie tous. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de journée à vous tous. Merci à tous.